Donc, je crois qu'il est 10 exactement, on va le commencer. Alors, il s'agit d'un atelier, non pas d'une conférence. Nous allons voir en quoi réside la différence et quelle serait la plus-value qu'on viendrait chercher de cet atelier. Il porte sur le thème « Comment prévenir les risques de déviance sociale ». Vous êtes tous munis de matériel pour écrire. De me dire chacun quel est son niveau de connaissance sur le sujet et quelle est l'attente de cet atelier. Je veux juste une petite minute pour m'écrire ça sur les post-it que vous avez. Et puis je vous invite à les coller ici sur Suite à cela, on va procéder à la présentation. Je suis un urbaniste sociologue avec une longue expérience comme professeur d'université et chercheur dans ces deux domaines, urbanisme et sciences sociales, et également président de l'Observatoire Espace et Société, où je travaille beaucoup sur ces questions, surtout ces questions d'enjeux sociaux qui concernent d'une façon spécifique la communauté en milieu et en contexte d'immigration. On va faire le tour du cas. Moi, je m'appelle Leïla. De ma présence ici, j'ai 2 enfants à bas âge, un de 8 ans et un de 5 ans, juste pour une prévention, pour savoir qu'est-ce qui m'attend dans le futur. Donc, c'est pour ça que je suis là et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est programmé, qu'est-ce que je pourrais apprendre en faisant cet atelier-là pour mes enfants. Merci. Et puis, votre connaissance par rapport au sujet, quelle est votre connaissance Comme je vous le dis, je sais que c'est un sujet qui est assez important. Donc, c'est pour ça que je suis venue pour en apprendre plus. Avoir un 5%, peut-être, c'est déjà pas quelque chose. Merci. Je me nomme David. Et voilà, donc, je suis là justement pour apprendre comment éviter en fait ce phénomène. Et j'ai 2 filles de 5 ans. Et je crois que ça va commencer un petit peu ce dérapage presque inévitable là, si vraiment on se trouve dans un environnement un petit peu voilà, qui ne respecte pas certaines normes. Donc je suis là justement pour apprendre comment éviter, comment agir par rapport à certaines situations. Mes connaissances sur le sujet, j'ai pratiquement pas de connaissances sur ça. Et j'aimerais bien apprendre à gérer ça. Merci. Mon nom est Nadani. Je suis papa de 3 enfants. Le plus jeune, c'est 6 ans. Le moyen, c'est 13 ans. En plus, Et la plus grande, je ne connais pas vraiment c'est quoi. c'est elle, ça a 16 ans. Ou de faire ressortir de la télé avec des nouvelles émissions. Moi, c'est juste pas coïncident. Je regarde CCA. Généralement, c'est des voyages, Niagara, tout ça. Là, je vois juste le docteur, tout ça. Je commence à lire. Je dis ça m'intéresse. Pourquoi? Parfois, comme des parents, la vie c'est une embarcation, on est dans un lac, mais le lac il y a des courants, il y a tout ça. On dit qu'on sait nager, on sait prendre le navire, on sait conduire, on est des capitaines, mais parfois on a besoin de techniques, de ramer, parce que vous êtes expert en matière, je veux dire tout ça. Pour me diriger, pour m'orienter, pour apprendre plus. Parole à la jeunesse. Moi, je m'appelle Kautar et je suis venue ici juste pour en apprendre plus sur le sujet parce que je ne connais pas vraiment c'est quoi. Et juste faire ressortir de l'atelier avec des nouvelles connaissances. Merci. Je m'appelle Khaled. Je ne connais pas grand-chose sur le sujet et j'ai besoin d'en apprendre plus. Merci. Je m'appelle Abdelmalik, j'ai 3 garçons, donc 17, 16 ans et 10 ans. Donc on est en adolescence, les deux plus grands sont en pleine adolescence. J'ai subi certaines crises d'adolescence actuellement, donc j'ai suivi le sujet.
je suis venu ici pour afin d'apprendre, d'avoir des outils. On vit ici dans une société qui est un peu différente de la société dans laquelle j'ai vécu. On vit seul, on n'a pas beaucoup de support familial, il n'y a pas les grands-parents, les oncles, les tantes, tout ça. Et puis voilà, donc une société différente, la religion, dans certaines cultures, la religion complètement différente. Donc j'essaie de venir ici, dans ma communauté, pour essayer d'avoir certains outils qui peuvent m'aider à gérer la situation. Je m'appelle Emila, mais il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles je suis venue, juste vraiment venue pour, je sais pas, voir comment l'atelier allait se passer. Puis si je peux apprendre de nouvelles affaires, pourquoi pas. Merci. Bonjour, mon nom est Nadia, je suis la maman de Emila. Écoutez, je vais tout de suite commencer par la connaissance du sujet. Contrairement à la plupart d'entre nous, j'ai une connaissance de 110% du sujet, sans prétention. Je suis tombée en plein dans les problèmes justement de ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc j'espère pouvoir faire profiter de mon expérience. Et puis j'espère qu'à la fin de cet atelier, on ressortira non pas avec un constat seulement, mais aussi avec un plan d'action et puis réveiller peut-être les personnes de ma communauté, parce qu'on fait part de notre détresse, on nous écoute et puis on passe à autre chose. Donc il serait bon, et je pense que le Centre culturel algérien est ouvert justement à cette idée de dynamiser un petit peu notre communauté et puis faire quelque chose qui, j'espère qu'on sortira avec des propositions. Merci. Monsieur Adel Ramla, je suis membre du Centre culturel algérien. J'ai 3 enfants, 15 ans, 12 ans et 7 ans. Ma présence aujourd'hui, comme parent, mais aussi comme membre et président du CCA pour espérer apprendre plus sur le sujet. J'estime à peu près mon niveau de connaissance 50% à travers mon expérience ici au niveau du CCA. Mais j'ai beaucoup à apprendre, donc j'espère qu'aujourd'hui ça va être une excellente occasion pour mieux apprendre avec ces braves. Merci beaucoup. Donc on va, sans trop tarder, on va passer à la première. Pourquoi la déviance sociale? C'est une question qu'on se pose tous. Et la pertinence, quels sont les faits avec lesquels on peut démarrer et quel est le contexte dans lequel s'inscrit cette problématique. Alors, la déviance sociale, c'est le fait de s'écarter de la norme sociale, peu importe, dans le positif, dans le négatif, mais ne pas se conformer à la ligne médiane du comportement social agréé par tous, par la norme sociale. Il y a 2 aspects que l'on doit retenir de la déviance sociale, qui la rendent d'ailleurs complexe et qui rend son traitement, son approche assez sensible. Sur le plan horizontal, c'est qu'elle prend plusieurs formes, qui varient d'un niveau simple à un niveau très complexe. Donc sur le plan horizontal, on reconnaît plusieurs formes à la déviance sociale. Ça peut commencer juste par une non-conformité simple ou banale par rapport à la norme sociale, prise comme jeu, et ça peut prendre aussi des tournures de grande délinquance et de grande criminalité, et même de radicalisation qui peut mener à la violence. Un deuxième aspect que l'on doit retenir de la déviance sociale, c'est que sur le plan vertical, c'est un phénomène évolutif. C'est un phénomène qui va en s'accentuant, qui va dans un sens qui le rend, il prend dans le temps des formes ou des allures très complexes. Donc il va en grandissant dans la mesure où on ne l'arrête pas. C'est ça les 2 aspects qui font de la déviance sociale un sujet très sensible. Alors, on va commencer par donc, au niveau de l'enjeu, il est très important donc d'être sensibilisé à ce genre d'enjeu afin d'intervenir au bon moment et encore mieux de le prévenir en amont. Le contexte
qu'est-ce qui peut être favorable à ce genre de phénomène? Qu'est-ce qui peut générer ce genre de phénomène? C'est un phénomène de société. Alors, l'enfant, plus il grandit, plus il sort de la coquille familiale, plus son milieu, l'environnement dans lequel il évolue, ce milieu grandit aussi, évolue et prend aussi des formes de plus en plus complexes. Encore plus sensible, c'est une certaine fourchette d'âge, c'est l'âge de l'adolescence. Ça correspond à partir de 12 ans, ça peut aller jusqu'à 21 ans, et qui correspond à peu près aux deux, ça démarre à peu près aux deux classes, 5e, 4e. Juste pour vous donner une idée de grandeur, là où vous pouvez être un petit peu plus sensible à vos enfants, à leur comportement et à leurs attitudes. Alors, à cet âge, qu'est-ce qui arrive? Il y a un changement dans la personnalité de l'enfant. Il y a tendance, c'est un changement à la fois physiologique, à base hormonale, et puis qui affecte toute la psychologie de l'enfant et qui se traduit par des manifestations comportementales assez spéciales. À cet âge, l'enfant a tendance à s'affirmer, à affirmer sa personnalité, et par conséquent il va marquer une certaine autonomie par rapport à l'autorité parentale. C'est exactement à ce moment-là que les risques de l'influence du milieu et de l'influence des pères augmentent. C'est en ce moment-là que les risques peuvent être un petit peu plus forts. Alors, concernant les filles, malheureusement, il n'y a pas de statistiques en ce qui concerne la délinquance ou la désorganisation sociale qui sont faites sur base d'origine ethnique ou culturelle. Donc, je ne saurais vous dire il y a combien, à quelle proportion la communauté musulmane d'une façon globale et maghrébine est touchée par ces phénomènes. Mais je m'arrête à deux aspects pour dire que ça doit être un phénomène à prendre au sérieux. La première, c'est que tout le pic de l'immigration maghrébine qui remonte aux années 90, pratiquement toute cette classe d'immigrants, leurs enfants nés à cette période, arrivent maintenant à l'âge de l'adolescence. Donc la plus grande proportion des enfants en âge d'adolescence, c'est en ce moment qu'ils y sont en plein. La deuxième, c'est que, en plus de tous les risques, toutes les menaces qui touchent pratiquement toute la population juvénile à l'âge, la population maghrébine ou issue de l'immigration ont subi doublement l'effet. Pourquoi? Parce que la plus grande proportion des risques est liée à la situation de la famille. Et il se trouve que la famille, en contexte d'immigration et d'installation, subit doublement de risques et de menaces, étant donné qu'il y a plusieurs phénomènes dans le choc culturel, dans tout le processus d'installation, dans tous les phénomènes de rejet, d'exclusion qu'elle subit et qui font que cette famille est dépourvue d'outils, de moyens pour supporter l'enfant et pour intervenir dans ces conditions, ce qui fait que l'enfant, dans ce contexte, il vit doublement des menaces et les risques de la déviance sociale. C'est la raison qui me fait dire que c'est un phénomène quand même qui doit connaître des proportions sérieuses au sein de la communauté, sans pour cela avoir des faits chiffrables. Vous demandez en quelques minutes si vous avez des témoignages dans ce sens à partager avec nous.
Nous avons des témoignages. Moi, personnellement, j'ai des témoignages, mais je ne sais pas dans quel sens vous voulez que je mette mon témoignage. Comment voulez-vous que j'en parle? Pourquoi voulez-vous qu'on parle de ce témoignage? C'est un témoignage ce qu'on vient de dire, pratiquement, ou à des témoignages qui se rapportent à des faits concernant ce phénomène de violence sociale au sein de la communauté. Vous avez dit que ce n'était pas chiffrable, mais j'ai parcouru une fois sur mes lectures, on dit qu'il y a à peu près 30% de la population maghrébine qui ont un intervenant de la DPJ. Donc c'est déjà quelque chose. Et puis d'une manière plus empirique, nous avons tous, chacun de nous, quelqu'un qui a eu affaire à la DPJ. Donc le fait que chacun de nous ait quelqu'un, ça nous laisse déjà supposer que le nombre est extrêmement important. J'ai remarqué aussi que toutes les personnes qui ont affaire à la DPJ sont soit haïtiennes, soit latino-américaines, soit maghrébines. Jamais asiatique, je n'en ai jamais connu personnellement. Je suis dans le domaine de l'enseignement, je côtoie beaucoup de personnes et j'ai remarqué que nous autres, on est en train de fournir la bonne clientèle, la clientèle fidèle. Nous sommes là parce qu'on ne se fait pas confiance, parce qu'on se dit que nos méthodes éducatives sont dépassées, parce qu'on n'est pas à la page, donc pour XX raisons. Donc on a recours à la DPJ, au CLLC, et puis il nous donne des conseils qui sont contraires à nos valeurs. Et puis l'enfant est partagé entre, il est en conflit de loyauté entre son parent et ses pères et ses éducateurs. Donc ce tiraillement, puis nous sommes en position de faiblesse, nous avons perdu notre autorité parentale à la maison, parce que notre façon d'éduquer n'est pas la bonne. Donc j'ai vu des enfants de 10, 11, 12 ans qu'on appelle des préadolescents alors qu'ils sont en âge d'apprendre. On leur dit non, c'est l'autonomie, ce qu'on appelle l'autonomie, c'est un laxisme total. Laissez l'enfant explorer. J'ai vu des intervenants, enfin on m'a rapporté certains témoignages, ils me disent, l'intervenant dit laissez votre enfant explorer. Alors explorer, ça peut être la drogue, ça peut être des relations sexuelles avec un autre. L'essentiel, c'est que ça soit du même âge à peu près. Donc tout ça nous tiraille, et puis il serait peut-être bon qu'on se fasse confiance et puis qu'on arrête de se tourner toujours vers le CLLC, parce que je pense qu'on doit s'arrêter de dire qu'ils ont de l'expertise. Non, ils n'ont pas d'expertise, pas du tout. Moi, je n'ai aucun complexe par rapport à ça. J'ai mes convictions et puis elles sont bonnes, j'en suis tout à fait fière et on doit se faire confiance et créer un réseau là, entre nous au lieu de s'isoler et puis de faire confiance à ceux qui ne vous veulent pas du bien. Ces gens-là, quand ils vous prennent vos enfants pour vous conseiller, ils reçoivent des subventions. Quand ils sont placés, vous devez donner de l'argent. En plus, oui, vous payez la corde pour vous pendre. Donc c'est ça. Donc c'est mon témoignage, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler plus. Formidable, merci beaucoup. J'apprécie. Juste pour le 30%, est-ce que c'est quoi la référence? C'est quoi la référence? En fait, il y a eu, c'est pas une référence très solide là. Il y a une association que M. connaît qui a voulu justement prévenir ces risques de violence des filles et des ailes. Puis j'étais sur leur site et puis ils ont annoncé comme ça 30%. Donc, est-ce que c'est un bon chiffre? Je ne sais pas. Mais vous, en tant que sociologue, ce serait bien si vous vous penchez sur la question et dire combien de Maghrébins sont pris en charge par la DPJ, combien d'Asiatiques, parce que moi j'ai posé la question à des personnes bien classées, combien de Chinois, combien de zéro? Il n'y a qu'eux qui se font confiance. Nous autres, non. Tout ce qui vient d'ailleurs, waouh.